J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous avez été très nombreux et nombreux à suivre hier la première partie de nos révélations sur le feuilleton on va l'appeler le feuilleton Ibtissam Hamlaoui. Mais ça ne concerne pas Ibtissam Hamlaoui en tant que personne. Là, le scandale, c'est l'instrumentalisation et l'usage ou la manipulation ou la privatisation, faut le dire, la privatisation d'institutions stratégiques, névralgiques, sensibles de l'État algérien, comme la justice et les services de sécurité, pour broyer la vie d'innocents, d'Algériennes et d'Algériens innocents, juste parce qu'ils ont tenu tête à une dirigeante influente, réputée pour sa proximité sulfureuse et troublante avec les décideurs les plus puissants du régime Tebboune. C'est ça la vérité sur le scandale Ibtissam Hamlaoui. Hier, on vous a parlé, dans cette première partie, des lieutenants-colonels Riyad et Qais, qui sont les bourreaux de la brigade de gendarmerie de recherche et d'investigation de Louis-Mondraes. Dans cette brigade, il y a eu lieu des dérapages et des dérives scandaleux, criminels, torture, violence, maltraitance, on a déshabillé, on a forcé des citoyens à faire des aveux mensongers, on les a privés de nourriture, on les a privés d'eau, on les a humiliés, on les a frappés, on les a violentés. Nous allons dans cette deuxième partie nous intéresser au dessous de cette affaire. Les véritables dessous. Les dessous des dessous. Comment se fait-il qu'un tribunal comme le tribunal de Louis-Mondraes, comment se fait-il que la brigade de gendarmerie comme celle de Louis-Mondraes ont pu être privatisées, mises à la disposition, deux institutions sensibles, stratégiques, mises à la disposition d'une demoiselle appelée Ibtissam Hamlaoui. Il y a un jeu de rivalité interne et une configuration sécuritaire et politique qui a eu lieu ou qui s'est produite de 2022 à 2024 et qui a permis au soutien et aux parrains d'Ibtissam Hamlaoui de mettre à sa disposition un appareil judiciaire et tout un appareil sécuritaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que la brigade de Louis-Mondraes, la brigade de gendarmerie de Louis-Mondraes, comme le tribunal de Louis-Mondraes, ont commencé à émerger sur la scène sécuritaire et judiciaire du pays à partir de la fin de l'année 2021. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de la fin de l'année 2021? Il y a eu un événement qui n'a jamais été bien médiatisé, ni expliqué, ni commenté pour que les Algériens et Algériens comprennent ou saisissent ces véritables enjeux. Il y a eu la création de la Direction générale de la lutte contre la subversion, qui est un service secret algérien qui a été créé à la fin de l'année en novembre 2021 pour permettre à Mhanaj, qui était dirigé par Mhanaj Bar et qui était localisé, on lui avait donné les locaux de Dal Afia, une fameuse villa située à Hitra. Cette même villa qui avait réuni au mois de mars 2019 Général Tawfiq, Louis Hannoun et Saïd Bouteflika pour négocier et discuter d'une feuille de route qui permettrait de gérer la crise politique provoquée par le Hirak et la fin et l'empêchement et l'échec du 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. La DGLS, Direction Générale de la Lutte contre la Subversion, a été créée, taillée sur mesure, pour permettre à Mhanaj Bar de prendre un poste. Mhanaj Bar, le général-major Mhanaj Bar, figure emblématique du DRS de Général Tawfiq, était emprisonné de l'été 2019 à l'été 2020. Quand il a été libéré après la mort de Gaïd Salah et le démantèlement du clan de Gaïd Salah, qu'il avait emprisonné, qu'il avait incarcéré à la prison militaire de Blida, Mhanaj Bar faisait l'objet d'une réhabilitation. Et dans l'entourage de Saïd Chengueriha, on voulait réhabiliter Mhanaj Bar et lui donner un poste au sein des services secrets. Sauf qu'Abdelmajid Tebboune n'a pas été convaincu parce que Boualem, son bras droit, et d'autres membres de son entourage lui ont dit « Ne fais pas cette connerie, Mhanaj Bar n'est pas fiable, n'est pas loyal, les anciens du général Tawfiq ne sont pas vraiment très sérieux, ils n'inspirent pas confiance, on devrait vraiment faire attention et ne pas lui donner un poste important. » Donc Mhanaj Bar
Saïd Chengreha et les promoteurs qui ont de la réhabilitation de Saïd les promoteurs ou les partisans de la réhabilitation de Mohamed Chebbar voulaient lui donner le poste de la DGSI. Il devait revenir à la tête de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est un puissant service de renseignement. Celui qui était dirigé entre 2019 et 2020 par Wassini Boualza, l'homme de main de Gaïd Salah. Tebboune n'a pas été convaincu, il a calmé les ardeurs de Chengreha, il a dit, écoute, il vient de sortir de prison, il est un peu sulfureux, il est lié aux événements des années 90, et puis moi j'ai un peu peur de lui, on va le tester d'abord par un nouveau poste. Réfléchissons à lui donner une autre fonction et pas celle directement, on va pas directement le mettre à la tête de la DGSI, qui est le service secret le plus puissant du pays. Réflexion faite, on a proposé à tout le monde de créer un nouveau service de renseignement qui s'appellerait la Direction Générale de la lutte contre la subversion, dont la mission est de travailler et de lutter ou de neutraliser les mouvements politiques subversifs qui étaient soupçonnés d'alimenter le Hirak ou d'utiliser le Hirak ou de vouloir provoquer une contestation populaire pour faire chuter le régime Tebboune. On lui a créé la DGLS, on l'a mis à Hedra. La DGLS était donc Hedra située dans la daïra de Bemandraïs. La structure sécuritaire la plus proche du siège de la DGLS était la brigade de gendarmerie de Bemandraïs et le tribunal de Bemandraïs. Pourquoi? Parce que la DGLS, quand elle a été créée, c'est comme la DDSE ou la DGDSE, la Direction Générale de la Documentation et de la Sécurité Extérieure. Elle n'a pas la compétence de police judiciaire. Les services de renseignement extérieur, comme la DGLS à l'époque, quand elle a été créée, n'ont pas la compétence de police judiciaire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller enquêter sur le terrain, procéder à des arrestations, établir des PV et demander et présenter leurs suspects ou les personnes arrêtées à des tribunaux ou les présenter devant le tribunal. Ils n'ont pas cette compétence. La DGSI, elle a cette compétence. La DCSA, la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, elle a cette compétence. La Gendarmerie Nationale, elle a cette compétence. La Police Nationale, la DGSN, elle a cette compétence. Ils n'ont pas la qualité de police judiciaire. Ils ne peuvent pas enquêter. Ils peuvent enquêter, mais ils ne peuvent pas enquêter au nom de la justice. Ils ne peuvent pas procéder à des arrestations au nom de la justice. Ils ne peuvent pas placer en garde à vue au nom de la justice. Ils ne peuvent pas participer ou être utilisés pour une enquête judiciaire. C'est un service secret qui a des compétences judiciaires limitées. En réalité, la justice ne peut pas s'appuyer sur cet appareil sécuritaire pour déclencher des enquêtes. Donc, au départ, la DGLS devait collaborer avec la police nationale, la DGSN. Mais il y avait Zindine Benchir. Zindine Benchir, il a créé l'office de Sahawla, l'organisme central, l'office central de lutte contre le crime organisé, Sahawla, DGSN, on appelle l'organe. C'est l'organe, voilà. L'organe l'organe central de lutte contre le crime organisé, le service central, voilà, le service central de lutte contre le crime organisé, qui a été inauguré en octobre 2021, au même moment de la création de la DGLS. Entre Mohamed Chebbar et Zindine Benchir, le courant n'est jamais passé. Surtout entre le bras droit que le colonel Mouad, qui a fait de la prison militaire avec Mohamed Chebbar, qui a été réhabilité avec Mohamed Chebbar et qui a été nommé d'abord à la DGLS, comme pratiquement le numéro 2 de la DGLS, le colonel Mouad, un ancien de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, un ancien des services, un ancien de la SCORAT, il était l'ami aussi de Nassar Djen. C'est quelqu'un qui il n'est pas aussi connu, il n'est pas aussi réputé, il n'a pas une légende, il n'a pas une légende aussi mythique que celle de Nassar Djen, mais c'est quelqu'un qui était un des officiers les plus importants et les plus influents, comme le colonel Boulahia. Ce sont des officiers qui ont, les aigles, qui ont connu leurs heures de gloire durant la lutte contre le terrorisme et qui ont marqué aussi, qui ont connu aussi une belle carrière au sein du renseignement militaire durant les débuts des années 2000 jusqu'au démantèlement de DLS et de la DCSA et le départ du général Toufir en 2013. Il y a un conflit qui a rapidement éclaté. Zindine Benchir était en rivalité directe avec Mohamed Chebbar parce que les deux voulaient devenir le monsieur sécurité nationale. Benchir, malin qu'il est, il manipulait Tebboune pour lui dire, il voulait convaincre Tebboune de créer une nouvelle agence de renseignement qui regrouperait la police nationale
et la DGSI, il voulait reproduire le modèle français en Algérie. En France, vous savez, la DGSI est placée sous la coupe du ministère de l'Intérieur. Et la DGSI, le renseignement intérieur, travaille en même temps, pratiquement, il travaille avec les services, même la police nationale en France, elle a ses propres services de renseignement. Et Béchir voulait être le patron du renseignement intérieur et de la DGSN en même temps. Il voulait fusionner la DGSN avec la DGSI. Donc, il était dans une course et dans une compétition de rivalité, de concurrence directe avec Mohamed Jebbar. Donc, ils se sont disputés. Mouad et avec Fariz Eddin Béchir, il y a eu une grande rivalité qui a abouti à une dispute et à un bras de fer et à une guerre de clans. Donc, ils ont été mis à l'aide de Fariz Eddin Béchir. Il a empêché les services de Sahaoula, du service central de lutte contre le crime organisé, de collaborer avec la DGLS. La DGLS, donc, était obligée et contrainte de se rabattre sur un autre appareil sécuritaire, qui est la gendarmerie nationale. Le général Yahya Ali Oulhaj s'entendait très bien avec Mohamed Jebbar. Et c'est Yahya Ali Oulhaj qui a mis en la disposition de Mohamed Jebbar de la DGLS, la brigade de gendarmerie de Belmondraès. Sa situation, donc, elle a été validée par Yahya Ali Oulhaj, et Jebbar et Oulhaj ont constitué un clan contre le clan Fariz Eddin Béchir. Parfait. Donc, toutes les enquêtes menées par la DGLS étaient transmises à la gendarmerie via la brigade de chef de Belmondraès, et le tribunal qui était territorialement compétent, qui était en relation directe avec la brigade de recherche et d'investigation de Belmondraès, c'était le tribunal judiciaire de Belmondraès. Et comme Ibtissam Hamlaoui avait de bonnes relations avec Mohamed Jebbar et avec Yahya Ali Oulhaj, donc rapidement les deux, même Mohamed Jebbar, il a aidé Ibtissam Hamlaoui, même Mohamed Jebbar, pas autant que Yahya Ali Oulhaj, mais en tout cas il a soutenu Ibtissam Hamlaoui. Donc Ibtissam Hamlaoui avait directement un accès privilégié à la fois à la DGLS et à la fois à la brigade de recherche et d'investigation de Belmondraès. Et c'est comme ça qu'elle a entretenu des relations privilégiées par la suite avec la justice. C'est que depuis la gendarmerie, elle a accédé à l'appareil judiciaire. Comme je l'ai rappelé dans une précédente émission, le parrain et le véritable homme, on va dire, Ibtissam Hamlaoui, son mec, c'était Boualem Boualem. Voilà, tout simplement. Elle sortait avec Boualem Boualem, elle avait une relation intime et personnelle avec Boualem Boualem. Donc l'appareil judiciaire, comme Boualem Boualem était le conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires, il lui a ouvert aussi les portes de la justice. Donc, brigade, à travers Yahya Ali Oulhaj et Mohamed Jebbar, elle avait tissé des liens privilégiés avec la brigade de recherche de Belmondraès, et à travers Boualem Boualem, il y a eu le tribunal de Belmondraès. Donc ces deux institutions sont par la suite tombées dans son giron. Elle est devenue la personnalité la plus influente au niveau de ces deux institutions. Par la suite, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les arrestations, les emprisonnements, les enquêtes sur les adversaires et les détracteurs de Ibtissam Hamlaoui ont été rapidement dirigés vers et gérés par la brigade de recherche de Belmondraès et le tribunal de Belmondraès. Mais sans Mohamed Jebbar, Yahya Ali Oulhaj, Ibtissam Hamlaoui n'aurait jamais pu avoir un accès privilégié ou n'aurait jamais pu exercer une domination. Faut dire, elle a commencé par de l'influence s'est mutée en emprise, et l'emprise, elle est devenue une domination. Vers 2024 jusqu'à 2024, Ibtissam Hamlaoui a dominé, elle a commencé à avoir une domination sur la brigade de recherche de Belmondraès et sur le tribunal judiciaire de Belmondraès. Mais c'est ça l'histoire. Ibtissam Hamlaoui, elle a profité de la rivalité qui existait, de la guerre de clans qui existait, qui opposait Mohamed Jebbar, Yahya Ali Oulhaj à Fariz Eddin Béchir. Et Ibtissam Hamlaoui, elle a joué sur les deux tableaux. Elle était d'abord copine avec Fariz Eddin Béchir, elle s'est rapprochée de lui, elle a essayé de tisser alliance avec lui parce qu'elle a compris que c'était un homme qui montait en puissance, que Abdelmajid Tebboune l'appréciait, qu'il était proche de Boualem Boualem, parce que Boualem Boualem n'est pas proche de Mohamed Jebbar. Il n'est pas proche de Yahya Ali Oulhaj. Boualem Boualem était proche de Béchir. L'homme de Boualem Boualem, c'était Béchir. C'était Fariz Eddin Béchir. Et Boualem Boualem appuyait. Il voulait valider le plan d'ascension et le plan de reconfiguration des services de sécurité qui était proposé par Béchir. Boualem Boualem voulait dupliquer le modèle français. Sortir la DGSI des services secrets, la donner au ministère de l'Intérieur et la fusionner avec la DGSN pour créer une nouvelle agence de renseignement qui serait dirigée par Fariz Eddin Béchir, ami allié de
Et Boualem, ce plan a échoué. Nous avons fait des révélations multiples, très détaillées. Pourquoi il a échoué? La DGSI algérienne a résisté, avec Nasser John notamment. Et les révélations explosives que nous avons révélées sur le passé troublant et les relations sulfureuses avec et troublantes et même suspectes entre Falaise Eddine Benchir et certaines puissances étrangères ont fini par lui causer sa chute. Ibtissam Hamlaoui, quand Falaise Eddine Benchir était puissant, elle était de son côté, et elle lui miroitait qu'elle était son allié et elle travaillait pour lui. Quand Mohamed Jebbar et Hiali Ouelhaj étaient puissants, elle était de leur côté et elle leur faisait croire qu'elle est leur partisane, leur allié. Elle était avec tout le monde. Mais comme son parrain et son mec c'était Boualem, donc elle gagnait sur tous les tableaux. Quand Falaise Eddine Benchir est tombé, elle avait toujours Hiali Ouelhaj et Mohamed Jebbar. Quand Mohamed Jebbar est tombé parce qu'il a été muté par la suite vers la direction de la documentation de la sécurité extérieure, elle est restée avec Boualem et l'emprise qu'elle exerçait sur l'appareil judiciaire à travers le tribunal de Mohamed Raïs, et Hiali Ouelhaj, il est resté au pouvoir jusqu'à 2024. Hiali Ouelhaj, il est parti. Rafir Bouakez, le général Rafir Bouakez, qui est devenu le chef d'état-major du commandement de la gendarmerie nationale, ou des forces du commandement de la gendarmerie nationale, est devenu son ami, son allié. Elle a toujours tissé ses alliances en fonction de l'évolution des rapports de force. Et elle a eu l'intelligence, qu'on le veuille ou non, parce que Ibtissam Hamlaoui, elle donne l'impression qu'elle est conne, qu'elle est idiote, qu'elle raconte n'importe quoi sur les plateaux de télévision, qu'elle n'a pas un niveau d'instruction très élevé. Peut-être que c'est vrai. Mais en réalité, au fond, elle est une diablesse. C'est une diablesse qui a su comment identifier, comment analyser l'évolution des rapports de force, qui a su devenir la copine de tout le monde. À la fois de Falaise Eddine Benchir, à la fois du général-major Hiali Ouelhaj, à la fois du général-major Mohamed Jebbar, à la fois de Boualem, ensuite de Kamel Sidi Saïd, ensuite de Hamada Jamirouche. Elle a tissé sa toile d'araignée. Elle a convaincu tous les acteurs du régime qu'elle est leur amie, qu'elle est leur copine, qu'elle est leur confidente, qu'elle est, et je m'arrête là pour ne pas aller plus loin, et qu'elle est de leur côté, qu'elle est leur partisane. Et c'est comme ça qu'elle est devenue puissante. Et c'est comme ça que par la suite, en habituant la brigade de recherche de Mohamed Raïs à travailler avec elle, d'abord par la DGLS, ensuite elle a directement sauté à la DGLS, elle a directement sauté Mohamed Jebbar, elle est devenue l'interlocutrice attitrée de tous les chefs de la brigade de gendarmerie de Mohamed Raïs. Et par la suite, elle est devenue l'interlocutrice attitrée de tous les juges du tribunal de Mohamed Raïs. Et c'est comme ça qu'elle a regardé comment les rivalités, quand les régimes dictatoriaux sont faibles et affaiblis par leur lutte intestine, par leur rivalité interne, par leur guerre de clans qui les détruisent de l'intérieur, vous avez toujours des personnages malins, machiavéliques et diaboliques qui émergent et qui profitent de ces rivalités, de ces guerres de clans pour accumuler, pour s'accaparer du pouvoir et pour devenir quelque part les nouveaux puissants du pays, puisque ceux qui sont en train de s'entretuer sont en train de s'affaiblir. Dans la troisième partie de notre enquête, on vous racontera comment Ibtissam Hamlaoui a fait tomber un ministre. Et pas n'importe qui, un ministre d'un département régalien. La suite dans le prochain épisode.